conférence dédiée plutôt au piratage éthique et à la sécurité collaborative. En ouverture de cette conférence, je voudrais démarrer par rendre hommage à un ex-hacker devenu un pionnier du piratage éthique, Kevin Mitnick, qui nous a quittés des suites d'une longue maladie. Sa trajectoire professionnelle illustre justement la transition du piratage illégal au piratage éthique professionnalisé et marque vraiment l'importance du piratage éthique dans le monde de la cybersécurité tel que nous le connaissons à l'heure d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre focus sera sur le piratage, l'incitation au piratage éthique et les tests de sécurité participatifs. Le piratage éthique, autrefois perçu comme une activité marginale, a progressivement gagné en reconnaissance, en respectabilité au cours de ces 2 dernières décennies. Cette pratique est désormais intégrée aux stratégies de cybersécurité des organisations, petites et grandes, et figure en bonne place, aussi bien sur les réglementations telles que ISO 27001, PCI DSS et autres, mais également dans les contrats commerciaux. Nous allons donc répondre à plusieurs questions aujourd'hui. Comment inciter davantage de talents à joindre les rangs du piratage éthique? Comment valoriser leur travail de manière équitable? Comment créer un écosystème où la collaboration est le maître mot, et bien au-delà des contraintes légales et contractuelles? Donc aujourd'hui, avec l'aide de mes experts, nous allons essayer de répondre à ces questions, essayer de vous porter à la réflexion toutes ces questions également. Et donc nous avons le privilège d'accueillir Bastien Gras. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc effectivement je m'appelle Bastien Gras. J'ai travaillé pendant 8 ans en tant que gestionnaire de vulnérabilité pour 3 différents groupes bancaires. Et depuis 5 ans, je suis responsable de l'équipe sécurité offensive pour British Telecom sur le périmètre de la France. Donc tout ce qui concerne les tests d'intrusion au sens large, exercice Red Team, simulation d'attaque étatique sur une entreprise, ce genre de choses. Merci beaucoup. Et à ma droite, Julie-Kaël Blanc. Bonjour, donc voilà, Julie-Kaël Blanc. J'ai passé 20 ans au ministère des Armées et je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Alpha X Data dans le sujet de la formation, du conseil et de l'audit, beaucoup axé ISO 27001. Je suis par ailleurs certifié Senior Lead Auditor ISO 27001 par PECB, et je suis aussi formateur certifié par PECB aussi. Merci beaucoup. Et pour ma part, donc, je suis Christophe Mazola, expert en cybersécurité. Et je délivre principalement des missions de CISO as a service. Donc nous allons commencer la conférence tout de suite avec la première question, la première thématique qui est l'évolution et le paysage actuel du piratage éthique. Et je voudrais d'abord vous poser cette première question. On va commencer avec toi, Julie-Kaël. Comment la perception du piratage éthique, de ton point de vue, a évolué au cours de ces 2 dernières décennies? 2 dernières décennies, je dirais même déjà il y a encore 10 ans, la partie piratage éthique n'était pas très bien vue. Il y avait un gros manque au niveau légal, encadrement. Et lorsqu'une personne avait la volonté d'aider une entreprise en lui soulignant une vulnérabilité qu'il avait trouvée dans son système d'information, il n'était pas rare que la société en question se retourne contre la personne qui à la base avait la démarche de l'aider. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il y a plus d'éléments au niveau aspect légal qui protègent justement ces pirates éthiques, car on a vraiment connu une professionnalisation du domaine, si je peux dire ça comme ça. Et donc, comme c'est beaucoup mieux encadré, c'est déjà beaucoup plus accepté. Tu fais un bon point de parler uniquement de cette première décennie, parce que bien que le ethical hacking a trouvé son origine, en tout cas la sécurité participative a trouvé son origine dans les années 90. Google a été un des premiers à le faire en 2010 justement, donc il y a à peu près seulement 13 ans. Donc pour une société aussi importante, ça a été vraiment un peu un point marquant. Et toi, de ton point de vue? Moi, je rajouterais effectivement, comme Julie-Kaël l'a précisé, on est vers une professionnalisation du métier de hacker éthique. Ce qu'on remarque également, et ce qui a beaucoup évolué, on va dire ces 5-7 dernières années, c'est qu'on est passé de sociétés de conseil avec des divisions de hackers éthiques spécialisées dans le domaine, vers déjà, première étape, une internalisation dans les sociétés mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des grands groupes bancaires, vous avez aussi des grands groupes de l'industrie qui ont leur propre équipe de hackers éthiques. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, effectivement, c'est pour faire la transition avec ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'appel quelque part à des freelances, c'est-à-dire des personnes qui sont indépendantes, qui travaillent dans leur coin, entre guillemets, qui ont un certain nombre de compétences qu'ils ont développées eux-mêmes
Et ces sociétés-là on va être à même de faire appel à ces personnes-là pour, simplement dans l'objectif de trouver le plus de vulnérabilité possible. Plus, entre guillemets, on a de cerveaux disponibles, de personnes qui ont, on va dire, des méthodes de travail très différentes, mieux c'est en termes de trouvailles de vulnérabilité. C'est intéressant que tu parles justement du domaine bancaire, car si ma mémoire est bonne, en 2006, la norme PCI DSS, qui est donc liée à l'industrie des cartes de paiement, a été la première réglementation dans le monde à inclure les tests de pénétration comme un prérequis à la certification. Et pour faire le lien cette fois-ci, justement, où tu parlais que il y a de plus en plus d'internalisation au sein de cette activité. Donc, quelle est un peu cette synergie? Comment tu vois cette synergie entre ce qu'on appelle la sécurité participative et les équipes traditionnelles? Mais déjà, avant toute chose, qu'est-ce qu'on appelle sécurité participative? Alors, qu'est-ce qu'on appelle sécurité participative? C'est le fait, effectivement, d'externaliser, de faire appel à d'autres structures que sa propre structure pour réaliser des tests. Donc, ça va être l'organisation d'exercices qu'on appelle des bug bounty, c'est-à-dire qu'on va ouvrir au sens large, on va dire, qui que vous soyez, entre guillemets, dans le monde, venez tester notre sécurité sur un périmètre donné, sur un scope donné, sur un scope qui doit être préétabli à l'avance. Donc c'est ça, effectivement, la sécurité participative. Quel est l'avantage, le gros avantage par rapport aux équipes de sécurité traditionnelles? C'est les freins en interne que vous pouvez rencontrer. D'accord ? Quand vous avez votre propre équipe de cybersécurité, vous allez toujours avoir malheureusement le problème de est-ce qu'on n'est pas jugé parti? Est-ce que je n'ai pas ma chaîne hiérarchique qui va mettre des bâtons dans les roues? D'accord ? Est-ce que je n'ai pas le DSI qui va dire éviter de trouver trop de vulnérabilité? Ça peut arriver, c'est des histoires vécues. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est malheureusement une problématique. Quand vous faites appel à des personnes qui sont indépendantes, vous n'avez pas cette problématique-là. Eux, leur but, c'est trouver des vulnérabilités. Qu'on lui dise d'en trouver moins, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est là pour trouver des vulnérabilités quelque part. Et justement, toi, de ton côté, en tant que consultant externe? Mais sur la partie sécurité participative, il y a déjà une grande notion d'éthique et de déontologie. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, parce que la démarche est forcément éthique. Sinon, la personne qui va trouver une vulnérabilité va être beaucoup plus dans l'exploitation que de la remontée d'informations. Et donc la collaboration entre les équipes internes et externes est un point central, justement, parce qu'il y a aussi les sensibilités, on est humain après tout. De ton expérience, puisque tu es à la tête d'une équipe dédiée donc, pour la société British Telecom, comment tu arrives à harmoniser justement les égos de chacun et justement pour que cette collaboration se passe bien entre les équipes internes et externes? En fait, on leur explique assez simplement les choses. On va leur dire que par rapport à des hackers malveillants, on a une grosse problématique, c'est une problématique de temps. D'accord ? Un hacker malveillant, lui, il a toute sa vie devant lui pour essayer de pénétrer votre système. Nous, on arrive, on a un certain nombre de jours qui sont dédiés parce qu'il y a une facturation derrière. Donc la première chose, c'est d'éviter ce qu'on appelle la méfiance. On est là pour vous aider. On n'est pas là pour démontrer que vous êtes nul en développement, ce genre de choses. Nous, on est là juste pour vous dire, OK, sur votre système, sur votre application que vous avez développée, il y a certainement des points faibles. Donnez-nous le plus d'informations pour qu'on soit le plus efficace dans notre travail. Si vous nous donnez le minimum d'informations, on sera moins efficace. Ce sera une perte de temps et d'argent pour tout le monde. C'est vraiment basé sur la confiance. Donc le premier frein, c'est effectivement d'éviter cette méfiance. On le rencontre encore toujours aujourd'hui. On arrive, oh là là, les hackers éthiques, ils arrivent, on cache un peu tout sous le tapis, en espérant qu'on trouve le moins de choses possible. Donc voilà, c'est vraiment, je vais dire, ce premier frein, il faut vraiment effectivement le sauter. Après, sur les problématiques d'ego, désolé de vous dire, j'ai pas de solution miracle là-dessus. Hein. On a beaucoup de développeurs qui se prennent pour les rois du pétrole. D'accord ? Je pense qu'on a tous été plus ou moins confrontés à ce genre de problématiques-là. Quand on démarre l'audit, c'est généralement le cas. Quand on leur présente les résultats de l'audit, généralement leur ego descend d'un petit cran. D'accord ? Ça fait, on va dire, donc ça fait 13 ans que je fais ça. Donc quand j'étais vulnerability manager, je recevais des sociétés de hackers. Maintenant, en tant que responsable, voilà, j'ai un petit peu d'expérience. J'ai jamais fait un audit où j'ai pas trouvé de vulnérabilité.
D'accord? Donc la personne qui vient me dire je suis développeur, j'ai développé la meilleure application du monde en termes de sécurité, vous ne trouverez pas de faille, je lui dirais un peu comme on dit en anglais, hold my beer. On se revoit dans 5-10 jours et puis on en discute. Voilà. Mais justement, si on ne trouve pas de vulnérabilité, est-ce que ça ne serait pas un problème du côté du ethical hacker? Alors, ça peut, hein. Je ne dis pas que mon équipe est parfaite, je ne dis pas que tous les ethical hackers que j'ai croisés dans ma carrière, ils sont parfaits, donc ça peut arriver. Encore une fois, généralement, c'est une problématique de temps. Plus vous nous donnez de temps, mieux on trouvera et plus on trouvera de vulnérabilité. Et n'oubliez pas, encore une fois, qu'un hacker malveillant, il a toute sa vie devant lui pour essayer de pénétrer votre système. Et la différence, c'est que le hacker, il a juste à être correct dans ses actions une seule fois, alors que vous, en tant que développeur, vous devez l'être constamment. C'est ça. Un commentaire à rajouter là-dessus, Judy Kael? Comme l'a souligné Bastien, et j'insiste un peu sur ce point-là, la partie confiance, il y a vraiment un état d'esprit de confiance mutuelle à avoir entre la direction, le RSSI, l'équipe d'ethical hacking. S'il y a la moindre méfiance, ça va être biaisé. Et le problème de hiérarchie aussi est très important, parce que malheureusement, bien qu'il y ait l'aspect objectivité au maximum, il y a toujours une potentielle influence de je veux faire plaisir au chef, quoi. Et ça, c'est un danger, parce que derrière, l'efficacité du piratage éthique et participatif peut en être entachée au niveau des équipes. Je vous entends parler tous les deux, et il y a vraiment un aspect qui est important, c'est le rapport qui est fait au DSI ou au RSSI. Quelle est votre approche pour justement communiquer donc, tous les KPI liés aux vulnérabilités sans forcément froisser les susceptibilités, mais aussi apporter les KPI à apporter qui sont véritablement intéressants pour le business? Quelle est un peu votre approche? C'est un point très problématique. Moi, quand j'ai commencé en environnement bancaire, donc c'était en 2010, j'étais vu comme un mouton noir, hein, par ma DSI, très clairement. J'étais le mec chiant. D'accord, on ne va pas se voiler la face. Les équipes de développeurs, c'était pareil, j'étais le mec chiant, etc. Il faut simplement leur faire comprendre une chose. Généralement, ils allouent peu de budget. D'accord? Il n'y a pas de miracle derrière. Moins vous allouez de budget à la sécurité, plus grand sera le drame le jour où vous allez vous faire pénétrer. Donc c'est cette approche-là qu'il faut leur expliquer. Alors c'était un peu plus facile en environnement bancaire, hein, parce que c'est des gens qui ont une appétence très forte pour le risque. Donc c'est simplement, voilà. En gros, les risques métiers que vous définissiez en environnement bancaire, maintenant, on va vous les traduire en risque IT et vice-versa. On va essayer, entre guillemets, de parler votre langue. Donc elle est là la plus grosse difficulté, entre guillemets. Il y a beaucoup d'experts en cybersécurité, il y a beaucoup d'experts ethical hackers. Il y en a très peu qui savent traduire en langage métier. D'accord ? Donc c'est vraiment là, entre guillemets, la grosse plus-value qu'on peut avoir. C'est-à-dire être capable d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend rien à l'IT ce que c'est qu'une vulnérabilité, quel est le risque qu'il y a derrière, et on ne va pas se voiler la face, combien d'argent ça vous coûte si jamais vous vous faites pénétrer. Oui, c'est vrai que selon moi, l'aspect financier est très très important, parce que la sécurité n'est pas l'ennemi du DSI, et la sécurité n'est pas l'ennemi de la direction non plus. Et il ne faut pas que l'argent soit l'ennemi de la sécurité. Il ne faut pas se leurrer, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et allouer un budget, allouer des ressources, allouer du temps, c'est la clé en fait pour avoir justement les résultats les plus pertinents. En termes de contraintes budgétaires, il y a aussi peut-être une approche à avoir d'essayer de faire passer le message que ces tests de vulnérabilité peuvent être un avantage compétitif, commercial ou même créateur de valeur. Mais ça, c'est quelque chose qui... c'est un message qui a un peu de mal à passer auprès des directions. Peut-être que ça va évoluer dans les prochaines années, mais si on parle de budget, on va d'office également parler des techniques de pénétration et de ethical hacking. Les outils de scan automatique se sont démocratisés ces dernières années. On va commencer par toi, Judy Kael, et puis après par toi, Bastien. Quelle approche choisir entre les outils de scan automatique et le hacking manuel? Mais je dirais que les deux approches sont complémentaires. Les outils de scan automatique, c'est bien parce que ça permet de remonter très rapidement des vulnérabilités qui sont connues, archi connues, et qui sont malheureusement encore effectives sur des systèmes en production.
Et à côté de ça, la partie valeur ajoutée de l'ethical hacker qui vient le faire manuellement, il va avoir des compétences pour pouvoir trouver des choses bien spécifiques à votre système d'information. Et ça, c'est une grosse plus-value, parce que le préventif coûtera toujours moins cher que le curatif, ça c'est indéniable, et il sera vraiment adapté à votre système d'information. Alors, en recommandation, je dirais, ne donnez pas votre système d'information qui est en prod à faire tester. Surtout pas. Mais donnez-leur vraiment, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, l'environnement le plus proche du système en production, donc un système de test, hein, et veillez à ce que les mots de passe du système de test ne soient pas les mots de passe du système de production. Et pas de données métiers non plus dans les systèmes. Et justement, de ton expérience, parce que toi, tu as vu de l'intérieur l'évolution et l'arrivée des scans automatiques, déjà, quel a été ton retour d'expérience à l'arrivée de ces outils et in fine, quel est un peu ton avis après quelques années, la différence entre les deux, comment approcher cette question? Alors, effectivement, j'ai vu l'arrivée de ces scans automatisés. Au début, on était un peu circonspect quand on a vu arriver ces éléments-là. On les a utilisés. Moi, je me suis formé, je suis devenu administrateur d'une de ces solutions. Donc, on a pu les tester, on a pu voir les forces et les faiblesses de ces différents systèmes. Parallèlement à ça, on a eu effectivement les différentes DSI qui nous ont dit « Super, on n'a plus besoin d'ethical hackers. On va les remplacer par des scans automatisés parce qu'au moins on maîtrise l'aspect budgétaire en termes de licensing, etc. » 3 problématiques que je vais soulever par rapport à ça. La plupart de ces scans automatisés ont inventé ce qu'on appelle les vulnérabilités potentielles. D'accord? Et les vulnérabilités confirmées. C'est-à-dire la vulnérabilité existe, on a potentiellement trouvé une vulnérabilité. Il n'y a qu'un humain qui pourra vous faire la différence entre les deux. Donc du coup, si vous prenez votre rapport de scan automatisé, vous allez quand même avoir besoin derrière d'aller vérifier que c'est vraiment le cas. Deuxième problématique, ces scans de vulnérabilité comptent le nombre d'occurrences d'une vulnérabilité. Je vais vous prendre un exemple. J'ai une SQL injection dans mon application. D'accord? Il est très peu probable qu'elle soit présente à un seul endroit. Les scans automatisés ne vont pas vous dire j'ai une SQL injection, ils vont vous dire j'en ai 230. Donc vous allez avoir un problème de génération entre guillemets de ce qu'on appelle du bruit dans vos KPI. C'est-à-dire du jour au lendemain, moi je vais vous donner un ordre d'idée, première expérience professionnelle, je gérais 3000 vulnérabilités de ethical hacker. Mon petit collègue en face, il s'occupait des scans automatisés, il lance le scan, ça lui sort 40 000 vulnérabilités. 3000, 40 000, panique à bord, pas panique à bord, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a passé des mois et des mois à étudier un petit peu, à trouver, effectivement à découvrir ce que c'était que les vulnérabilités potentielles. Donc vous avez cette deuxième problématique-là de ça va générer du bruit. Troisième problématique, la gestion des mots de passe. Votre outil de scan automatisé va vraisemblablement scanner des applications qui sont protégées par des mires d'authentification, donc il va falloir passer cette mire d'authentification. Alors pas de problème, les scans automatisés vous disent on va créer des scripts qui vont simuler l'injection de mots de passe. D'accord. Sur les solutions SaaS, ils partent où vos mots de passe? Ils partent dans le cloud. Moi, sur des comptes techniques à haut privilège, je ne suis pas très bouillant d'aller outsourcer mes mots de passe. Je vous le dis avec la problématique qu'a relevé Judicael, c'est que bien souvent, on a des mots de passe en environnement de non-production qui sont les mêmes qu'en environnement de production. Moi, je n'ai pas très envie de prendre ce risque-là. D'accord? Donc voilà un petit peu les 3 problématiques. Effectivement, je reprécise, je plus sois ce qu'a dit Judicael, les 2 approches sont complémentaires. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut utiliser que des ethical hackers. Si vous avez le budget pour, tant mieux. Faites-le. Mais effectivement, d'abord, quand vous créez une application, la faire passer dans un outil de scan automatisé, que ce soit pour le code ou pour des vulnérabilités pures, c'est déjà un bon moyen de dégrossir, entre guillemets. Vous allez avoir toutes les problématiques de patch management, etc. Une fois que vous avez fait ça, embauchez, entre guillemets, des sociétés de ethical hackers pour parfaire ces tests-là. Et encore une fois, pas de méfiance. Fournissez-nous les rapports. D'accord? Parce que nous, ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. De nous dire, OK, le rapport, il a sorti ça. Je vais aller vérifier déjà manuellement que c'est le cas. Donc déjà, hop, ça permet d'éliminer les faux positifs. Et en plus, je vais me concentrer sur des choses que l'outil, et nous on sait, ces outils-là ne trouvent pas tout,
On va se concentrer sur des vulnérabilités un peu plus complexes, entre guillemets, et qui peuvent être très critiques derrière, mais que ces outils-là ne sont pas capables de détecter. Merci beaucoup pour ce commentaire. On va continuer dans tout ce qui est budgétisation et surtout monétisation, incitation et la valeur travail du piratage éthique. La rémunération est un élément clé, comme vous avez pu le constater avec les commentaires de Judicaël et de Bastien. De ton point de vue, Judicaël, quels sont les moyens efficaces pour les organisations d'inciter ce hacking éthique au-delà des simples récompenses financières ? Comme on le disait, on l'a bien souligné, de toute manière, rien ne remplace l'humain. L'humain a un coût. À l'heure actuelle, tout ce qui est situation du monde réel, l'inflation, la crise, post-Covid, etc., il y a des domaines comme le domaine de la cybersécurité qui prend énormément d'ampleur aujourd'hui. Et donc, la relation de confiance avec ces équipes doit être vraiment fondamentale et ancrée dans le marbre. Parce que derrière, effectivement, en lieu et place que de la finance, parce que déjà, il ne faut pas se leurrer, hein, comme je l'ai souligné tout à l'heure, si une vulnérabilité, c'est plus bankable de l'exploiter que de la souligner aux propriétaires du système, voilà, la frontière vers le côté obscur est très fine. Donc voilà, il y a quand même cet aspect financier, il ne faut pas se leurrer. Mais vraiment une relation de confiance dans la durée, c'est-à-dire passer avec ces équipes-là des contrats sur 2, 3, 4 ans, avec des audits réguliers, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a plein d'éléments qui incitent fortement à faire des audits réguliers. Potentiellement proposer un emploi, un cadre de travail. On parlait donc télétravail, par exemple, ces éléments-là, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Des avantages, des cadeaux de fin d'année ou de participation aux bénéfices de l'entreprise. Enfin, il peut y avoir plein de choses, plein d'éléments comme ça. Mais indirectement, le côté financier reste quand même le premier. Parce que voilà, si je trouve une zéro day et que je la remonte à un organisme qui peut me donner quelques dizaines de milliers de dollars, alors que, si je la souligne, on m'en donne pas grand-chose. Voilà, la frontière est très, très fine. Après, voilà, cet état d'esprit de ethical hacking, justement, montre qu'il y a une déontologie des équipes. Il faut la maintenir et ça se passe vraiment par une relation de confiance complète, quoi. Sinon, tu peux faire comme Yahoo et offrir des t-shirts. Mais ça avait été un t-shirt gate en 2013 où en fait le responsable sécurité offrait des t-shirts aux personnes qui déclaraient des vulnérabilités chez Yahoo parce que la direction ne voulait pas mettre de budget pour les campagnes de piratage éthique. Vu le piratage qu'ils ont eu quelques mois plus tard, ils auraient peut-être dû. Et toi, de ton point de vue de chef d'équipe ? Alors, tu veux peut-être offrir une voiture comme Tesla ? J'aimerais bien. Si ma direction me donnait les moyens, il n'y aurait pas de souci, ils rouleraient tous en Tesla ou autre modèle. Effectivement, c'est un gros problème. Aujourd'hui, le marché du hacker éthique en France est extrêmement restreint. D'accord ? Il y a un certain nombre de pentesters. Le problème, c'est de trouver des bons. Déjà, ça c'est une grosse problématique, d'arriver à les attirer. Alors pour les attirer, effectivement, il y a l'aspect financier. Je rajouterais, il y a aussi l'aspect télétravail, qui est très important. Et le dernier aspect pour moi, c'est de leur laisser la possibilité et le temps, sur leur temps de travail, de faire de la recherche. D'accord ? De pouvoir développer des outils. Ça, c'est un aspect très important que la plupart, on va dire, des sociétés de conseil classiques là-dedans oublient. C'est-à-dire leur laisser du temps, entre guillemets, pour s'auto-former. Et dernier aspect, leur payer des formations. C'est très, très, très important. Dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir 3 personnes qui ont 10 ans d'expérience, ce qui est assez rare dans le milieu. Un pentester, généralement, après 5 à 7 ans maximum, il se reconvertit. Parce que c'est un métier qui est très fatigant. Ceux qui ont 10 ans d'expérience, l'aspect financier, c'est une chose. Mais généralement, ce qui leur plaît le plus, c'est de pouvoir participer à des conférences, de pouvoir faire des trainings, de pouvoir se former, parce qu'ils considèrent que même après 10 ans d'expérience dans le métier, ils n'ont pas tout vu. D'accord ? C'est un métier, les technologies, elles évoluent énormément, très rapidement. Moi, quand j'ai commencé, on était encore, surtout en bancaire, du mainframe, l'architecture 1 tiers, 2 tiers éventuellement. Après, il y a le 3 tiers qui est arrivé. Aujourd'hui, on a le web, on a le mobile. Voilà, ça évolue très, très vite. Donc, il faut qu'ils aient le temps de s'auto-former, de développer des outils et aussi de leur payer des formations
d'assister à des conférences, etc. Moi, le nerf de la guerre avec lequel je me bats avec ma hiérarchie, c'est mon budget formation. Plus limite que mon budget salaire. Un ethical hacker qui ne se forme pas peut très vite devenir obsolète. Voilà, moi j'en ai un qui vient de partir de mon équipe pour rejoindre une Blue Team, ça fait 6 mois, il me dit ça y est, je suis obsolète. Je peux plus, il faudrait que je repasse par la case reformation pour pouvoir redevenir à nouveau ethical hacker. Ça va très très vite. Et Judicaël, il y avait un truc que tu as relevé qui était intéressant, où tu parlais justement que il était peut-être plus intéressant si on n'avait pas le bon mindset et le bon esprit éthique pour déclarer des vulnérabilités et qu'elles étaient plus rentables en étant exploitables. Justement, comment les organisations peuvent-elles créer un environnement favorable pour que les pirates, éthiques ou non, signalent les vulnérabilités de manière efficace? Déjà, de manière générale, comme je le souligne depuis tout à l'heure, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait vraiment la confiance. Si vous cachez quelque chose, s'il y a la moindre faille dans cette relation de confiance, ça peut très très rapidement s'orienter dans la mauvaise voie. De plus, il y a même des groupes de pirates malveillants qui recrutent même maintenant, hein, je pense que certains ont vu passer quelques posts LinkedIn. C'est devenu un business. Je ne vais pas citer Logbit, mais, mais pour le coup, ils recrutent même maintenant justement à la base des pentesters qui ont une démarche de déontologie. Donc à partir du moment où c'est déontologique, c'est forcément dans la bonne voie. Et ils ne se rendent même pas compte que derrière, en fait, se cachent potentiellement des groupes comme ça. Et pour les inciter, bah voilà, il y a eu tout ce qu'on a dit. Au-delà des récompenses financières, il y a vraiment aussi cet aspect fidélisation, j'ai envie de dire, voilà, sur accompagnement sur 2, 3, 4 ans. C'est important. Et puis, effectivement, la formation, ou un budget de formation, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on parlera un petit peu... Nice 2, qui est là-dedans, voilà, c'est une orientation claire de Nice 2 d'allouer du budget pour la formation dans ce domaine-là. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus, c'est que vraiment cette relation de confiance, soyez honnête avec vos équipes, soyez honnête avec les partenaires d'Ethical Hacking, parce que c'est ce qui va générer justement les meilleurs résultats. Et toi, Bastien, donc de par ta position, est-ce que dans votre société, vous avez mis en place donc, des canaux de signalement spécifiques pour des divulgations de vulnérabilité ou comment se passe si jamais quelqu'un veut signifier qu'il a découvert une vulnérabilité chez BT? Alors effectivement, on a des processus internes qui permettent de le faire. On fait ce qu'on appelle des bug bounty privés à l'intérieur de British Telecom, c'est-à-dire que chaque année, pas de bol pour tel responsable d'appli, c'est ton application qu'on a choisie et il y a 90 pentesters de BT, pendant un mois, ils vont avoir carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent sur le système. Voilà. Donc je dis généralement pas de bol pour le responsable d'appli parce que c'est pas de bol. Donc voilà comment on fonctionne. Après, pour faire attention à on va dire à la frontière entre hacker malveillant et hacker éthique, nos processus RH sont, on va dire, très fermés, très respectés. On vérifie les extraits de casier judiciaire pour vérifier que ces personnes-là n'ont pas commis d'actes malveillants avant. On les vérifie à intervalles réguliers. Chaque année, moi, je leur fais une piqûre de rappel. Si jamais vous vous faites attraper, vous êtes condamné, c'est terminé pour nous. Et ce sera terminé pour l'ensemble des autres sociétés, parce que je sais que les autres sociétés en France le font également. Voilà, donc comment nous, en interne, on arrive un petit peu à adresser cette problématique-là. Pour ce qui est des hackers indépendants, c'est difficile d'aller leur dire, comme on dit, on est dans un système de confiance, d'aller leur dire d'entrée, bonjour, ton casier B2, et puis on n'en parle plus. On évite. Le mieux, c'est de se couvrir derrière. On va dire, on peut se couvrir contractuellement parlant. Hein, donc dans ces cas-là, votre équipe juridique, entre guillemets, c'est votre meilleur ami pour définir le contrat quand vous faites un bug bounty sur vos systèmes. Ensuite, il faut être très clair d'entrée. Les hackers indépendants vont vous demander vos adresses d'IP de sortie. D'accord ? Pour être sûr que ce soit vous qui nous attaquiez. On va blacklister le reste, on va vous whitelister vous, et on va leur demander une deuxième chose. Vous allez enregistrer toutes les traces de vos actions et vous allez nous les fournir une fois que l'audit il sera fini. D'accord ? Comme ça, ça nous permet, si jamais il y a un incident, s'il y a quelqu'un qui déborde du scope, entre guillemets, de regarder ce que la personne elle a fait dans le système
et vérifier que pendant cet exercice, on ne se soit pas fait attaquer par quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cet aspect cadre, effectivement, ce cadre, un cadre, que ce soit une charte ou effectivement, comme l'a souligné Bastien, la partie juridique. Et les deux sont liés, en fait. Hein. Les deux sont liés. Et je propose d'ailleurs de passer à la partie juridique, donc tous les aspects légaux, éthiques et normes du piratage éthique. Comme je l'ai mentionné, le PCI DSS était la première régulation à véritablement mettre les pentests dans les prérequis à la certification. Et justement, tu as commencé à aborder la question, Bastien. Comment distinguer entre le piratage éthique et les intentions malveillantes, tant d'un point de vue action que légal? Alors, effectivement, comme l'a ressouligné Judicaël, c'est la partie la plus importante quand vous faites ce genre d'exercice, elle se passe avant. D'accord ? C'est comment vous allez cadrer ce que vous allez demander, entre guillemets, à ces hackers indépendants. C'est-à-dire bien être très précis sur le scope, qui est tant en termes d'IP. Donc déjà, j'ai déjà vu d'autres clients faire un petit peu des erreurs quand ils arrivent et qui nous disent ouais, mon scope d'adresse IP à attaquer, c'est un /8 ou un /10 ou etc. C'est chaud quand même. J'ai déjà vu un client qui m'a dit ça, hein, /8, 30 000 IP. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce qu'est ces /8 Alors, pour les personnes qui... C'est les adresses IP, d'accord ? C'est les adresses IP de vos systèmes, c'est ce qu'il y a derrière, on va dire, quand vous tapez une adresse mail, une adresse web, www.google.fr, derrière vous rebondissez sur une adresse IP, mais une adresse IP qui est précise, d'accord ? Quand on donne un scope, c'est un range, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir une seule adresse IP, je vais peut-être en avoir 200, ça va dépendre du / à la fin, d'accord ? Donc déjà, soyez précis sur le scope. Tant en termes d'URL, vous avez le droit d'attaquer google.fr, que en termes d'IP. C'est et google.fr et l'adresse 176, etc. etc. D'accord ? Donc il faut être très précis sur le cadrage. C'est vraiment très très important. Ce genre d'exercice, ça ne se prépare pas du mois pour le mois d'après. Ça se prépare 6 mois à l'avance. Parce qu'il faut border les aspects légaux, le scope, et ensuite, il y a une autre équipe qui rentre dans la danse généralement, c'est votre Blue Team ou votre SOC Team. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Est-ce que je les informe ? Est-ce que je les informe et je les laisse se défendre ? Est-ce que je les informe et je les demande de passer juste en mode détection pour regarder ce qui se passe dans le système ? Ou est-ce que je leur dis rien et je vois comment ils réagissent ? Moi, je préfère le dernier mode, je leur dis rien et je vois comment ils réagissent. Et combien de temps ils mettent à réagir ? Et est-ce qu'ils suivent bien leur procédure interne quand ils sont en mode panique à bord ? Voilà. C'est un exercice qui est très peu courant, le red teaming, justement, où en fait on simule une attaque de cybersécurité, où à l'inverse d'un pentest traditionnel, on va dire tous les coups sont permis. Ou par exemple, dans la plupart des pentests, on va éviter d'installer un logiciel malveillant, on va éviter de faire du phishing, ou d'une manière générale du social engineering pour ces tests justement red teaming. Là, véritablement, tous les coups sont permis et on peut s'amuser. C'est en tout cas l'exercice qui me plaît le plus dans ce domaine. Et toi, Judicaël, d'un point de vue légal ? Sur cette partie-là, justement, c'est très important. Il faut que ça soit vraiment cadré. Donc, l'appui de votre service juridique, il est indispensable. Pourquoi ? Parce que en parallèle, c'est ce qui va pouvoir permettre de communiquer au mieux avec les éléments de langage de la direction. Il ne faut pas oublier que c'est la direction qui décide. Et trouver un moyen d'appuyer une sorte de charte avec des éléments de langage qui vont être communs entre les équipes de pentest et les équipes de la DSI. Voilà. C'est vraiment toute la partie éléments de langage avec la limite gauche et la limite droite. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et qu'il y a un engagement de toutes les parties prenantes, que ça soit signé, que ça soit communiqué, qu'ils soient au courant. Qu'ils n'arrivent pas à un moment donné, regardez, j'ai fait ça, ah ouais, non, mais là, tu n'avais pas le droit, c'est marqué où ? Vous m'avez demandé un full pen test de votre environnement de test, et comme par hasard, je tombe sur un environnement de prod. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans une bulle fermée, coupée d'Internet, je tape Google et je suis sur le moteur de recherche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est cet aspect-là où vraiment il faut que ça soit cadré. L'ensemble des actions, effectivement, ensuite derrière, le log de toutes les actions, l'enregistrement, et surtout, à la fin du pentest, je donne tout ce que j'ai réalisé. Pardon. Ouais. Tout ce que j'ai réalisé. Clairement marqué au niveau légal que même si vous êtes autorisé à effectuer le pentest d'un SI, vous n'êtes pas propriétaire du SI. Le propriétaire reste propriétaire de tout ce qu'il y a.
Et pour aller un peu plus en détail, parce que tu parlais de la réglementation NIS 2, comment ces normes ISO et la réglementation NIS 2 à venir, et également DORA, pour les organismes financiers, peuvent-elles aider à renforcer justement les pratiques du piratage éthique? Alors, si vous êtes dans une démarche de certification de la norme ISO 27001, la nouvelle version, qui est la version 2022, insiste clairement, alors, si vous voulez, je peux faire un petit peu le modèle de la 27001. La norme ISO 27001, c'est une norme standard internationale avec un aspect normatif et une annexe A. Cette annexe A, c'est le contenu de la 27002, ni plus ni moins. Dans la 27002, ça va être des conseils ou des recommandations ou des orientations. Il serait bien de mettre en place un service d'audit interne, d'audit régulier, etc. Dans la 27001, si vous vous orientez vers cette certification, ça devient des exigences. Voilà, donc, si c'est une exigence, c'est pas je veux, je fais peut-être si j'ai envie, ou voilà. Et ça, cette démarche-là, elle va dans l'avenir être de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que derrière, avec la partie NIS 2, donc, ce qui va donner suite à ce qu'on appelle les OSE et les OIV à l'heure actuelle, les entités concernées par cette directive NIS, dans NIS 2, ce qu'on appelle les entités essentielles et les entités importantes, c'est clairement renseigné dedans que pour être conforme à cette directive, pour les entités qui seront concernées, ils se doivent d'avoir une démarche, on parlait tout à l'heure de formation, donc le manager se doit de former les collaborateurs et les participants, doit allouer un budget, et de manière générale, après, alors je ne vais pas parler forcément de l'aspect des amendes en cas de non-conformité à cette norme-là, enfin à cette directive, pardon, c'est qu'au niveau, ça doit être planifié, ça doit être budgétisé. Derrière, c'est même, j'ai envie de dire, pas plus mal, parce que ça va devenir un standard qui, indirectement, vous permettra de rester compétitif. Donc tout est lié. Autant au niveau réglementation, on parle de directive européenne, autant au niveau certification, la norme ISO 27001 va vous permettre d'avoir un niveau de sécurité, mais aussi de rester compétitif avec vos partenaires, puisque dans les exigences, il y a aussi cet aspect de, si on lit entre les lignes, vous pouvez demander à ce que vos sous-traitants, vous pouvez exiger de vos sous-traitants ou de vos fournisseurs qu'ils soient aussi certifiés ou qu'ils aient aussi un niveau de sécurité au moins équivalent à la 27001. Donc cet aspect-là, au niveau légal ou norme, c'est vraiment quelque chose à suivre de très près, parce que vous pourriez très rapidement rester sur le carreau, dans le sens où voilà, je suis un fournisseur de tel produit, de tel élément, je ne suis pas certifié, mon contrat actuel avec tel partenaire, il va être caduc, il ne va pas donner suite, il va s'orienter vers un concurrent qui, lui, sera certifié. Il y a un aspect commercial, il ne faut pas se leurrer, mais en soi, voilà, cette directive NIS 2 et cette norme ISO 27001 sont vraiment des exemples à suivre pour déjà avoir un certain niveau de sécurité. Et là-dedans, c'est clairement indiqué qu'il faut inciter et planifier et programmer et financer ce style d'audit et de tests de pentest et de formation des équipes, etc. Et avant de passer aux questions du public, on va terminer sur cette question qui va peut-être faire débat. Doit-on protéger plus explicitement les activités de piratage éthique? Et si oui, comment les organisations, les gouvernements et d'une manière générale toutes les parties prenantes peuvent faire en sorte que les choses évoluent pour reconnaître ces activités? Alors, si on parle d'un point de vue étatique, notamment en France, avec le PACI LPM, etc., ça évolue très lentement. D'accord, on ne va pas se voiler la face. La France, elle est ce qu'elle est. Généralement, elle regarde les autres avancer et puis elle voit s'ils se plantent ou s'ils réussissent. Et après, on arrive un peu en dernier de la classe pour faire les choses. Ça avance très lentement. Pourquoi? Parce qu'on le gère vraiment en mode administration française. Les normes, c'est bête et méchant. Voilà. Donc ça laisse, je dirais, peu de place à l'évolution. Donc moi, c'est un gros regret que j'ai par rapport à ça. Il faut les protéger. D'accord, on ne va pas se voiler la face. Quand on laisse quelqu'un auditer notre système, il y a toujours un risque.
D'accord ? Donc il faut se protéger vis-à-vis de ça. Moi, ce que je conseille, si j'avais un conseil à vous donner, déjà, si vous faites venir des sociétés externes qui viennent auditer vos systèmes, interdisez-leur de base de faire du DDoS, etc. Vous avez le droit. D'accord ? Moi, aujourd'hui, même moi, je le refuse quand un client me le demande. Je lui dis non, on ne va pas faire ça. Deuxième point, on l'a souligné en introduction, des environnements de test ISO production. D'accord ? On ne teste jamais la production. Ça peut arriver de le faire, mais c'est très risqué. Parce que vous avez toujours un risque que le système y tombe. Vous avez toujours un risque que même si votre application, c'est la meilleure du monde, elle soit sur un socle d'infrastructure qui soit un peu, pardonnez-moi l'expression, moisi. Donc, du coup, peut-être que votre appli, elle tourne bien et votre serveur, il va tomber. Peut-être que votre firewall, il va vous lâcher. C'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc vraiment, environnement ISO production et pas relié à la production de quelque manière que ce soit. D'accord ? Tant en termes de données que de mots de passe, de comptes techniques, etc. D'accord ? Vraiment un environnement à part qui est fait pour ça et un environnement que vous êtes prêt à perdre. Parce que nous, quand on arrive, on pollue vos données. Donc nous, ce qu'on dit toujours avant d'arriver, donc pareil, si vous faites venir des sociétés, cet environnement-là, il faut considérer que vous pouvez le perdre. Donc sauvegardez-le avant. Si vous le sauvegardez pendant, drame. D'accord ? Et pareil, cet environnement-là, il doit être dédié aux hackers. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres gens, des devs qui travaillent en même temps dessus. Nous, ça nous est déjà arrivé. Allô, oui, notre système, il répond de moins en moins. On a besoin de préparer le prochain push prod pour la semaine prochaine. Ouais, mais on est là, nous. On vous avait prévenu qu'on allait ralentir potentiellement. Parce que nous, les applications, pour vous dire un petit peu comment fonctionne un attaquant quand il est face à un système, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de cracher votre application. Vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est de voir les messages d'erreur qu'elle va nous sortir, votre application, quand elle va planter. D'accord ? Ce qu'on appelle les vulnérabilités mineures, que généralement beaucoup de sociétés ne veulent pas traiter. Genre, il y a des technical information leakage. J'ai des informations techniques dans mon message d'erreur. Je m'en fous, c'est une mineure. Ouais, pour un attaquant, c'est du pain béni. D'accord ? Ça nous donne tout ce qui est numéro de version de votre serveur, votre OS. Généralement, on peut avoir des traces réseau. Quelquefois, on a même des erreurs SQL. Donc là, on sait d'entrée qu'il y a une SQL injection. Donc ne négligez pas cet aspect-là. Très intéressant. Je prends note pour mes clients. C'est gratuit. Vous avez une consultation gratuite aujourd'hui. Voilà. Et toi, Judicaël ? C'est vrai qu'il y a tout cet aspect technologie, technico-technique qui est vraiment à prendre en compte. Le versionning des applications, la mise à jour des serveurs, des environnements. C'est votre application, comme l'a souligné Bastien. Elle peut être sécurisée, renseignée, commentée comme il faut, etc., chiffrée, la totale, ce que vous voulez. Si vous avez un OS qui est obsolète, d'ailleurs, c'est pas bientôt qu'on enterre Windows 7 ? Ouais, c'est déjà le cas. C'est déjà, ouais. On a enterré Internet Explorer aussi il n'y a pas longtemps. Et en parallèle, il ne faut pas le mettre en opposition, justement, au contraire, il faut que ça soit complémentaire, c'est la partie de gestion de processus. Qui met à jour, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quand est-ce que c'est planifié, quels sont les moyens attribués. On va parler de prod, c'est, voilà, même mettre de la prod un vendredi à 16h45, c'est pas une idée. C'est jamais bon. Mais en soi, voilà, la gestion de processus derrière, tout ce qui est organisationnel, qui est responsable de quoi, qui fait quoi, qui a accès à quoi, comment est-ce que c'est paramétré, c'est important et c'est justement, selon moi, complémentaire à la partie technique dont Bastien vient de parler. Merci beaucoup. Maintenant, parole au public. Commençons avec le monsieur en veste bleue. Il a été le plus rapide. Il a levé la main en premier. Merci beaucoup. En fait, ça bouillonne en moi de questionner la plus-value d'un tel exercice parce que je me dis, rechercher de vulnérabilité, j'en viens à conclure que ça rend encore de plus en plus vulnérable. Oui, c'est un peu quand je capte le discours qui est là parce que ça fait peur à la fin. Oui, vous venez pour nous dire, voilà, il y a telle faiblesse, il faut attaquer, il faut remédier à ça, mais en même temps, ça nous expose. Est-ce qu'au niveau réglementation, aujourd'hui, il y a des assurances où on compterait seulement sur l'éthique, sur le bon sens de ceux qui viennent pour nous aider à découvrir nos points faibles? Voilà un peu ma question. Alors, je comprends tout à fait. On a toujours peur de nous. Pourtant, on essaye d'être sympathique. Cela dit, oui, il y a des assurances.
d'accord ? Vous avez des assurances contre le risque cyber, ce genre de choses. Mais entre guillemets, la meilleure assurance, c'est vous-même. C'est de connaître vos risques. Ok ? Telle application est plante, quel est mon risque derrière ? Est-ce que j'ai un risque légal ? Est-ce que j'ai un risque de perte d'argent ? Dans ce cas-là, je vais quantifier l'argent que je vais perdre. Et du coup, en faisant un petit peu tout ce travail préparatoire de connaissance de soi-même, de connaissance de ses propres risques, je vais pouvoir savoir où cibler mes exercices. Encore une fois, c'est important de nous faire venir parce qu'on va trouver vos faiblesses. D'accord ? Des hackers malveillants, ils ont toute la vie devant eux pour les trouver et ils vont vous les trouver, croyez-moi. Donc, vaut mieux que vous les connaissiez pour pouvoir mieux les traiter, pour éventuellement mieux s'assurer derrière, avoir la connaissance de vos propres faiblesses, que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place et vous expose, entre guillemets, à toute la terre les faiblesses. Donc voilà, l'aspect confidentialité aussi est très important et c'est dans les contrats, hein, on signe. J'ai jamais fait une prestation d'audit sans signer des accords de confidentialité. Et pour reprendre un adage, quand on est malade, on ne casse pas un thermomètre. Mais justement, et je souligne en plus pour répondre à monsieur, c'est que clairement, on parlait de du cadre du contrat qui est signé entre les pentesters et le propriétaire du SI. Il faut que ça soit clairement marqué, indiqué, renseigné. Il y a effectivement cet aspect éthique et déontologique qui est de base dans cette dynamique-là. Donc, relation de confiance. Effectivement, il va trouver une vulnérabilité qui va vous exposer encore plus. Il vaut mieux que ce soit vous qui la trouviez, ou que ce soit lui, plutôt que quelqu'un d'autre qui, lui, n'a aucune éthique. Dès que c'est exposé sur Internet, on prend l'exemple des lois françaises. Les lois françaises ne s'appliquent qu'en France. Voilà. Donc, dans l'éthique, il est interdit d'aller pirater votre système d'information via Internet, etc. Je fais un rebond, je sors en Suisse, enfin, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je fais un rebond, je sors dans un autre pays et j'attaque votre système d'information, vous allez faire quoi ? Rien. Il n'y a rien du tout qui m'empêchera. Voilà. Bonjour, je me présente, Walid Bouzouita, je viens de Tunis. En fait, je voulais poser une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, généralement, sur la partie documentaire, rôle, responsabilité, etc., on est très bon sur ça, on le fait très bien. C'est relativement simple et déjà, c'est très facile de trouver des défaillances à partir de cette partie-là. Mais généralement, lorsqu'on va dire à la partie plutôt technique, donc analyse des vulnérabilités, etc., oui, on ne va pas réaliser, par exemple, un test de déni de service sur des serveurs, etc. Mais un minimum, par exemple, d'analyse réseau, etc., je pense qu'il y a un minimum en dessous duquel on ne peut pas tomber. Et donc, est-ce que ça serait éventuellement possible d'avoir un jour une documentation qui dirait qu'est-ce qui serait faisable, et les limites à ne pas dépasser, même pour les pentests, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Par exemple, nous, on fait notre pentest, etc. Et il y a certaines limites qu'on ne veut pas dépasser, justement pour ne pas mettre en danger la prod. Et il y aura quelqu'un d'autre qui va passer après vous et qui voudra, un pentester, bien sûr, et voudra vous challenger. Et vous voudra trouver des choses que vous n'avez pas trouvées. C'est normal, c'est pour ça. Moi, à titre personnel, pour commenter votre question, en tant que CISO d'une société qui fait du développement applicatif, je change de prestataire de pentest tous les 2 ans pour éviter d'être marié avec le même prestataire, parce que chaque prestataire a leur manière de travailler, leur méthodologie. Et de facto, après 2-3 ans, c'est bien de changer. Comme ça, notre pentester va arriver avec d'autres méthodologies et du coup, avec d'autres procédures qui vont peut-être faire ressortir d'autres vulnérabilités. D'autres questions ? Oui. Bonjour, je m'appelle Manuel, je suis consultant en cybersécurité à Montréal. Je travaille beaucoup avec des CISO qui des fois se posent la question de faire des tests externes ou pas, puis ils ont un peu une hésitation, certains le font, certains ne le font pas. De votre point de vue, avec votre expertise, est-ce qu'il y a une fréquence que vous recommanderez à laquelle un CISO devrait faire ce genre de test pour justement avoir une vue complémentaire de la sécurité qui va au-delà des cadres qui sont établis à l'interne? Alors, je dirais il y a 2 approches complémentaires. D'accord ? La première approche, on va dire, c'est je vais tester mon application avant qu'elle rentre en production. Ça, c'est la base, c'est le b.a.-ba. D'accord ? Ne laissez pas des applications rentrer en production sans avoir été testées au préalable. C'est mon premier conseil. Deuxième conseil, intervalle régulier, pour moi c'est chaque année. D'accord ? Troisième conseil, vous devez mettre en place une sorte de déclencheur.
Si mon application subit un projet qui va fortement la modifier ou rajouter énormément de fonctionnalités, considérez-la comme une nouvelle application et faites-la tester avant que ces modifications majeures rentrent en production. Voilà. Je partage le point de vue de Bastien, et effectivement, selon moi, une fois par an, c'est normal. Enfin, c'est le standard. Et pour aller encore plus loin sur la démarche du standard, et je vais aller très, très vite, si vous êtes dans une démarche, par exemple, de certification ISO 27001, vous devez, pour obtenir cette certification, planifier justement des audits internes, des pentests, des revues de direction, etc. On est sur de l'amélioration continue. La 27001, c'est de l'amélioration continue. Quelle meilleure amélioration continue que de justement réaliser ces pentests à intervalles réguliers, 1 an, 6 mois, tout dépend du budget alloué, bien évidemment. Et voilà. Et en fait, tout est lié. Tout est lié. Et ça, on englobe vraiment tous les éléments fondamentaux de la sécurité de l'information. Si c'est une application critique, parce que grâce à mon BIA, j'ai pu définir mes activités critiques, donc planifier et gérer toute ma gestion des risques, analyse de risques, plan de traitement des risques, etc. Mon application, c'est 90% des revenus de l'entreprise. Bien évidemment, je vais faire en sorte de la tester pour qu'elle soit, et régulièrement, pour qu'elle soit toujours un minimum sécurisée. Un pentest doit être considéré comme un créateur de valeur pour la société. Oui, pas de souci. Oui, bonjour, je suis Elisabeth Bandiem, je suis auditeur de sécurité au Cameroun. Ma question est sur le passage de piratage éthique au black hacker. Donc, on sait qu'entre les deux, il n'y a qu'un seul pas. Qu'est-ce que la loi prévoit? Si vous avez peut-être fait un audit de sécurité ou des pentests dans une entreprise X et que demain vous démissionnez, vous décidez d'être un black hacker, qu'est-ce qu'on prévoit vous faire? C'est le droit pénal. Oui, voilà. Directement, c'est le droit pénal et c'est la prison. Et les accords de confidentialité, les engagements de responsabilité, c'est vraiment des choses, c'est ce qu'on appelle par exemple la sécurité avant l'embauche. Ouais. Sécurité ou à l'embauche d'ailleurs. La sécurité avant l'embauche, c'est qu'il y a un cadre au niveau RH qui spécifie justement des conditions spécifiques, avec en plus la partie juridique et pénale. En cas de manquement au côté professionnel, on vous engage pour faire telle mission. Il y a un souci de confidentialité derrière en plus. Donc voilà, ne pas aller divulguer la vulnérabilité aux concurrents moyennant un gros chèque. Et voilà, donc il y a vraiment cet aspect-là, effectivement, pénal, juridique, contractuel. Et puis, c'est la loi, quoi. C'est la loi. Je vous en prie. Bonjour, mon nom c'est Leila Fidjah, je suis professeure universitaire experte en cybersécurité et aussi je travaille à temps partiel en tant que CTO avec casquette CISO, mais bon, justement c'est ça la question. Vous avez parlé, c'est la première fois que j'entends le mot sécurité participative. Vu que j'ai participé donc à la certification de notre entreprise PCI DSS, et dans les autres normes, en ISO 27001, on ne précise pas que, par exemple, l'IVS doit être externe. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, dans tout ce qui est externe, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur et que tout ce qui est interne, parce que nous tous, on favorise à ce qu'on fasse les choses en interne. Parce que des fois, on peut cacher les choses et on va montrer à la certification ce qu'on veut, parce que finalement, le pentest ne dit pas comment. Et donc, le scope, on peut le définir comme on veut, la partie qu'on va tester, on peut... Ça, c'est des choses qu'on connaît. Mais quand on est obligé d'avoir l'IVS comme à la PCI DSS qui est externe, là, on n'a rien à... on leur donne, même avec ça, on a des choses qu'on peut faire. Mais comme on se dit, oui, des fois, on est conscient de nos risques, mais on préfère les garder, même si toutes les normes, même Nice, il dit maintenant qu'il faut communiquer et tout ça. Mais il y a des pratiques que nous, on connaît en tant que technologue, qu'on préfère gérer le plus tôt possible tant que ce n'est pas encore connu. Donc voilà, donc, est-ce que ça serait une recommandation, par exemple, pour les référentiels et tout ça, d'avoir comme PCI DSS cette obligation dans tout ce qui est externe, à avoir de la sécurité participative? Parce que des fois, comment on peut dire à notre CIO, il faut qu'on ait des externes pour faire les pentests? Il peut dire, non, regardez quelqu'un pour le faire en interne, parce que ce sera moins cher. Comme Bastien l'avait précisé, je pense qu'il aura plus de biscuits à raconter là-dessus, à partager, c'est que vraiment, il n'y a pas de conflit d'intérêt quand c'est en externe. C'est quelqu'un qui vient, qui arrive et qui
fait ce qu'il a à faire, sans jugement sur ce qui est fait en interne. En interne, il y a les sensibilités, il y a l'émotionnel, il y a le relationnel humain qui rentre en compte. Et parfois, on veut bien se montrer, bien faire, et au détriment parfois de la sécurité de l'information au sein des applications. J'ajouterais qu'en fait, tout dépend des objectifs de l'entreprise ou de l'organisme. Si dans l'engagement de la direction aussi, l'engagement de la direction, c'est d'être, voilà, on focus là-dessus, on est 100% transparent, et que derrière, vous ne le faites pas, voilà. C'est pour ça que, je vous parlais tout à l'heure, la 27001, c'est de l'amélioration continue, effectivement, vous montrez ce que vous voulez, déjà dans le cadre, dans le scope, dans le périmètre, la totale, mais c'est votre déontologie à vous, du coup, et vos objectifs à vous. Est-ce que la direction est à l'écoute de l'expertise que vous leur apportez en leur disant on veut que ça soit comme ça. Comme je vous disais, sur la 27001, la Nexus sont vraiment des exigences. Maintenant, on ne va pas vous dire non plus il faut absolument cette partie-là, cette version-là, ce truc-là. C'est vous qui voyez. Il faut que la mesure soit prise en compte. Mais une nouvelle fois, voilà, selon moi, c'est selon les objectifs, la transparence, la clarté de l'entreprise. Alors, je rajoute... Ah, d'accord. Merci. Je te laisserai répondre, Bastien, sur celle-là. Il n'y a pas de souci. Je suis Marius Kwame, je suis consultant en cybersécurité. C'est fort apprécier ce thème, encourager le piratage éthique. Mais l'encouragement vient du top management, son engagement à pouvoir donner son saut pour aller mener l'activité de test de pénétration. Mais souvent, ce qu'on remarque chez les hackers, c'est qu'ils n'arrivent pas à traduire, n'est-ce pas, le mécanisme de piratage au niveau du top management. Donc, il ne peut pas prendre d'engagement nécessaire pour aller exécuter cette tâche-là. Il y a une autre manière maintenant que le hacker doit, n'est-ce pas, s'approprier, c'est d'associer les processus métiers, n'est-ce pas, qui ont une valeur métier, au bien au support et de les exposer au top management en allant vers une stratégie, n'est-ce pas, avec des scénarios au niveau managérial pour exposer l'objectif visé du hacker. Et cela permettrait également au top management de pouvoir avancer un budget conséquent en cela. Donc c'est une contribution que j'aimerais donner. Merci. C'est effectivement un énorme sujet. Moi, quand j'ai pris en main mon équipe il y a 5 ans, effectivement, c'est tous des experts techniques. D'accord ? Par contre, quand ils se retrouvaient à la réunion de débriefing avec l'IT, il n'y avait pas de problème, ils parlaient le même langage. Côté management, c'était bien plus compliqué. D'accord ? Moi, ce que je leur ai simplement expliqué, c'est que pour moi, quelqu'un qui a atteint le niveau d'expert, c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer son métier à quelqu'un qui a 5 ans. D'accord ? Et quelqu'un qui ne comprend absolument rien à l'IT, et encore moins aux vulnérabilités applicatives. C'est des profils qui sont rares, c'est très compliqué, parce que moi, je les ai formés sur l'environnement bancaire, un petit peu sur l'environnement industriel. Maintenant, le secteur du prêt-à-porter... c'est compliqué. Je comprends tout à fait votre point de vue. C'est un exercice très difficile. C'est ce que j'appelle, moi, de la translation de risque IT en risque métier. D'accord ? Et c'est toujours très, 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 très compliqué. Effectivement, c'est pour ça que je les accompagne tout le temps au débriefing meeting. Parce que j'ai déjà eu des cas où, effectivement, c'est une femme, j'avais ma hackeuse éthique qui était bloquée, qui n'arrivait pas à expliquer, c'était en environnement bancaire, pourquoi c'était une vulnérabilité critique. Il m'a fallu 2 phrases pour que le métier comprenne. Et le métier a me dit « Ah d'accord, maintenant je comprends ça, c'est effectivement un problème de workflow de validation. » D'accord ? Mais ça, ma hackeuse éthique n'arrivait pas à l'expliquer en fait. Merci à tous. Merci.